C'est l'heure du tribunal de l'actualité et nous sommes vendredi 15 décembre 2023. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition. Et pour cette audience, je suis accompagné par le juge au siège, Geoffroy Vaha. Bonjour à vous. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, téléspectateurs et auditeurs. Pour cette 5e et dernière convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne dans un instant Bourema Ouedraogo. Il est le directeur de publication du journal en ligne Le Reporter. Et avec lui, il sera question du 25e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses deux compagnons, notamment l'évolution du dossier judiciaire. Et sur ce, je déclare ouverte cette 5e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. J'aurai 3 avant-propos et très rapidement. Le premier avant-propos va concerner le ministère de la Solidarité nationale, de l'action humanitaire, qui hier a décerné, on va dire, des reconnaissances à l'endroit de personnes qui s'impliquent dans la mobilisation de ressources à l'endroit des plus démunis et à l'endroit des Burkinabés, de nos frères et sœurs qui ont besoin en tout cas d'accompagnement. On connaît cette situation sécuritaire et ses conséquences et nous avons eu l'insigne honneur, je parle du Tam Tam Group Press, d'avoir aussi ces efforts récompensés et reconnus, et c'est pour nous un élément qui est très important. Vous vous souvenez qu'on avait lancé Coup de cœur PDI à l'endroit donc des personnes déplacées internes, et les auditeurs et téléspectateurs, les Burkinabés, ont adhéré de façon massive et on a pu récolter ce qu'il fallait pour nos frères et sœurs. Et on a continué toujours en soutenant le ministère dans ses actions, notamment à travers, parce qu'on sait que la communication c'est un élément qui est fondamental, et donc toujours communiquer sur les moyens de pouvoir et les canaux par lesquels les Burkinabés peuvent en tout cas faire parler leur cœur à l'endroit de leurs frères et sœurs. Et donc ça c'est, on le fait par amour, en tout cas pour ce pays-là, et on le fait parce qu'on estime que les Burkinabés qui ne sont pas dans un confort comme nous devraient se sentir toujours accompagnés et entourés, parce que c'est ça un État, c'est ensemble qu'on traverse les moments les plus difficiles. Je dis j'avais 3 avant-propos. Le deuxième avant-propos, ça rejoint un peu ce qu'on avait juste avant nous, le mot à dire. J'étais revenu là-dessus, ici aussi un avant-propos. C'est toujours ces moments où il y a des dates qui sont des commémorations, soit d'assassinat ou d'éléments en tout cas majeurs qui ont marqué la vie de l'État, mais qui dans la façon de marquer l'instant pose souvent problème, notamment avec nos jeunes frères qui, pour certains, vont dans d'autres établissements sortir les élèves, faire arrêter les cours. On pensait que c'était des éléments qui pouvaient arrêter à un moment donné, qui pouvaient s'arrêter à un moment donné, parce que quoi qu'on dise aussi, on est dans une ère de transition où il y a une certaine fermeté quand même, ça il faut se le dire. Mais on a l'impression que la pratique à la peau dure, malgré qu'il y a eu beaucoup d'interpellations, il y a eu beaucoup de mise en garde. Voilà que ça continue. Il y a eu même la sortie du gouvernement là-dessus pour dire cette année on ne va pas laisser les choses se faire, et pourtant les choses se sont faites comme à l'accoutumée. Certains établissements ont été contraints de fermer pendant une bonne période, alors qu'on sait que après ça a un impact sur le déroulé même aussi des cours qui sont donnés. Donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Comment est-ce qu'on trouve une solution? Il y a plusieurs responsabilités, et même ce matin encore, les uns et les autres revenaient là-dessus. Il y a les parents, parce que comme disait le professeur Kassoum que nous avons reçu ici, avec les enfants, il ne s'agit pas d'élever, il faut éduquer. C'est pas une question d'élevage, c'est une question d'éducation. Donc
Ça commence aussi par là. Maintenant, après, il y a aussi le milieu de l'apprentissage lui-même, avec les enseignants aussi qui doivent pouvoir travailler à une meilleure conscientisation de ces enfants-là, de ces apprenants. Et puis à notre société aussi qui doit donner l'exemple. Parce que quand vous-même vous conduisez votre enfant à l'école le matin et que vous brûlez un feu, je ne sais pas qu'est-ce que vous lui donnez comme exemple. Donc il y a tout ça. Et il y a la fermeté, et il y a la fermeté aussi de l'État. Parce que quand vous avez dit que vous n'allez pas tolérer et que ça se fait, on attend de voir au moins ceux qui auront à tirer les conséquences d'avoir bravé les récriminations ou les éléments que vous avez mis sur la table pour dire attention, celui qui s'amuse à ça, il y aura ceci, il y aura cela. Bon, s'ils ont bravé, qu'est-ce qui se passera? Il faut qu'il y ait des exemples. Et comme ça, je pense que ça va faire tache d'huile, ça va aider à ne plus, à ce que ça ne se répète plus. Trois avant-propos. Le dernier avant-propos, c'est le Sénégal, avec Ousmane Sonko. On a vu qu'il y a une décision de justice qui vient demander qu'il soit réinscrit dans le fichier électoral. On sait que c'est un fort débat. Lui, il est au cœur des choses depuis près de 2 ans maintenant. La question de son éligibilité est posée. Si vous n'êtes pas dans le fichier, comment est-ce que vous candidatez? C'est un élément qui est vraiment compliqué. C'est vrai qu'au sein de son parti, ils ont tenté de trouver des alternatives. Mais, comme le disait d'ailleurs son avocat, l'avocat de Sonko, il s'agit de permettre aux Sénégalais de faire un choix en leur âme et conscience, mais en n'écartant pas d'emblée quelqu'un à une quelconque course. Je pense que ça aussi, c'est un élément qui est très important. Maintenant, c'est un débat très juridique. Il y a eu une première décision qui avait été donnée par, un tribunal régional. Il y a la décision qui a été cassée encore par un avis un peu plus haut. Et voilà encore que une autre décision de justice vient de demander qu'il soit réintégré dans le fichier électoral. On attend de voir ce que tout cela va donner. Mais Sonko, c'est quelqu'un qui continue en tout cas de cristalliser les attentions au Sénégal et qui empêche forcément Macky Sall de bien dormir. On vous l'annonçait, le directeur de publication du journal d'investigation, le reporter Bourema Ouedraogo, est notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il sera notamment question du dossier judiciaire de Norbert Zongo, 25 ans après. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le juge. Juge Geoffroy Baha, l'invité est à vous pour des questions de généralité. Bon, question de généralité, puisqu'on était tout à l'heure à discuter un peu de la façon dont nos jeunes frères marquent souvent cette date-là, l'assassinat de Norbert Zongo. On a comme l'impression qu'on a un État aussi qui est un peu, qui est un peu démuni de tout face à cela. C'est-à-dire que, arrivé la date, des fois, ceux même qui sortent ces enfants-là, vous leur demandez celui que vous sortez pour dire non, dans cette affaire, il ne faut pas s'il faut. Est-ce que vous le connaissez? Quelquefois, c'est un peu difficile. Mais est-ce qu'on comprend que l'État qui a la force avec lui n'arrive pas à gérer cette situation? Et que même, malgré des mises en garde, comme on l'a eu cette année, pour dire que celui qui va perturber, il va nous trouver sur son chemin, ça s'est fait comme les années passées. Vous parlez précisément des perturbations. Si, des perturbations. Oui. Je crois qu'il faut on fasse comprendre aussi aux jeunes qui font ce type de manifestations qu'en fait, ils ne le font pas en mémoire de Norbert Zongo. Parce que Norbert Zongo, c'est l'ordre et la discipline. Norbert Zongo, c'est le sens de l'État. C'est le sens, effectivement, de l'intérêt général. Donc, quand on veut, effectivement, rendre hommage à Norbert Zongo, on ne perturbe pas les classes. Il faut qu'on explique aux jeunes qui le font que quand ils le font, ils font au détriment de toute éthique, en tout cas tout ce qui peut renvoyer à l'image de quelqu'un comme Norbert Zongo. Donc il faut effectivement aussi qu'à ce niveau-là, l'État effectivement prenne des dispositions particulières chaque année, quitte effectivement à déployer. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un contexte sécuritaire difficile qui permet pas effectivement de mobiliser des forces de défense et de sécurité dans toutes les écoles de Burkina, mais je pense que chaque fois qu'on arrête des gens effectivement qui seraient des perturbateurs, on attend des procès en bonne et due forme. Ne serait-ce que si ce point, effectivement, qu'on puisse avoir des procès qui dissuadent, effectivement, d'éventuelles perturbations dans les années à venir. Parfois même, on prend des gens qui ne sont même pas des élèves, qui sont juste là pour perturber.
qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Est-ce effectivement dans le cas du dossier Norbert Zongo, ou bien ils ont un agenda que seuls savent, ou alors qu'ils ont été envoyés, si oui, par qui? Mais toujours est-il effectivement qu'il faut que dès qu'on commence à prendre les jeunes qui se livrent à ça là, qu'on aille plus loin pour citer les responsabilités. Peut-être que si c'est des individus qui commanditent ces genres de perturbations et qu'on arrive à en juger, avoir un procès un jour sur ces perturbations, peut-être qu'on pourra remonter effectivement à ceux qui commanditent. Si c'est des individus aussi qui prennent sur eux la responsabilité effectivement de le faire, s'il y a un procès, on pourrait être davantage situé. Mais toujours est-il effectivement qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Et quand je dis l'État, c'est pas seulement l'exécutif, c'est l'État à tous les niveaux, y compris les judiciaires, mais également aussi que nous aussi, au sein de la société, nous commençons par dénoncer de telles pratiques, parce qu'effectivement, c'est contraire effectivement au combat pour la liberté, pour la justice pour Norbert Zongo. Alors, question de généralité, on y est. On découvrait il y a quelques instants, quelques moments, à travers un conseil des ministres. Vous êtes maintenant au sein de la SELC. Comment se passe la collaboration au sein d'une telle institution où il y a beaucoup d'attentes? Je dois préciser d'abord que je suis membre du conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, donc je ne suis pas contrôleur. En d'autres termes, on dirait une sorte de conseil d'administration. Ça dit que c'est un conseil qui est là qui a pour mission effectivement d'accompagner l'autorité supérieure de contrôle d'État dans ses missions de contrôle des régularités et des répressions des régularités de la dépense publique, mais aussi des répressions des actes illicites, détournement des deniers publics, lutte contre la corruption, ainsi de suite. C'est aussi effectivement, la mission aussi du conseil d'orientation, c'est aussi valider les rapports d'activité et les plans d'action de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Donc c'est pas nous qui faisons le travail que l'opinion découvre effectivement dans les rapports, mais nous avons une sorte de mission d'accompagnement, d'appui et de validation d'un certain nombre de travaux de l'autorité supérieure de contrôle d'État, sans effectivement pour autant influencer, je dis bien, sans pour autant influencer la teneur et la qualité des enquêtes, parce qu'effectivement cela relève effectivement du contrôleur général d'État et de son équipe qui font ce travail de contrôle et de vérification de la dépense publique et de répression de la corruption. D'accord. Dans le fond du sujet, cela fait pratiquement 25 ans que la justice se fait toujours attendre dans le cadre du dossier Norbert Zongo. Vous connaissez très bien ce dossier. Aujourd'hui, que revêt pour vous l'importance d'une telle commémoration 25 années après? Je pense qu'il y a déjà le premier intérêt, c'est le devoir de mémoire. Nous avons tous, en tant que citoyens du Burkina Faso, de nous mémorer qu'il y a, chaque fois de nous remémorer qu'il y a un citoyen du nom de Norbert Zongo qui a effectivement décidé effectivement d'aller contre vent et marée, contre la malgouvernance, la confiscation des libertés, de se battre pour l'état des droits véritables, pour la transparence, la bonne gouvernance. Et Norbert, son combat, c'était le combat pour tous les citoyens. C'est vrai que Norbert Zongo, c'était un journaliste. Mais on oublie de dire qu'au-delà du journaliste, c'est le citoyen qui a parcouru le Burkina Faso dans tous ses confins pour animer des conférences, pour éveiller les consciences citoyennes, pour interpeller chacun de nous sur notre responsabilité par rapport à la construction de l'état de droit. Il nous le disait d'ailleurs chaque fois qu'il avait l'occasion que nul ne peut avoir un avenir dans un pays qui n'en a pas. C'est pour dire aux Burkinabés effectivement que si vous voulez effectivement construire votre avenir, ne cherchez pas à le construire en dehors de l'état du Burkina Faso dont vous êtes citoyen. Si vous voulez effectivement garantir l'avenir de vos enfants, ne cherchez pas à le faire en faisant fi effectivement de l'avenir du pays dans lequel ces enfants doivent vivre, ou en tout cas qui est le pays de ces enfants. Donc ce travail-là, Norbert Zongo effectivement le faisait en plus de son travail quotidien en tant que journaliste, que ce soit à Sidoya, à La Clé, ensuite à Gigi et l'événement et l'indépendant qu'il a fondé en 1993. Donc c'est ce devoir de mémoire vis-à-vis de ces citoyens, de ces journalistes nous amène effectivement,
qu'au moins, effectivement, on ne devrait pas le faire seulement le 13 décembre. On devrait faire en sorte que si les 365 jours, chaque Burkinabé se souvienne effectivement que Norbert Zongo est mort pour le Burkina Faso, Norbert Zongo est mort pour la patrie, et qu'il est tombé la plume à la main en voulant dénoncer une injustice, parce que si on se réfère effectivement aux causes connues de tout ce disque-là, en tout cas tout se rapporte à son enquête si la mort ou l'assassinat de David Ouédraogo, chauffeur de François Compaoré. Juge Fova. Justement, parlons de François Compaoré. On a vu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de ne pas l'extrader. Et la motivation, on la connaît, dit que le régime de Ibrahim Traoré n'a pas renouvelé les garanties pour ce qui est d'une bonne justice dans le cas justement de Norbert Zongo. On a l'impression, dit comme ça, ça veut dire que le dossier ne nous intéresse pas, nous, je parle de l'État burkinabé. Est-ce que c'est cette impression-là qu'on a, ou bien on se trompe? Je crois qu'il fallait s'y attendre, parce qu'effectivement, au regard de la dégradation des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, effectivement, avec le régime d'Ibrahim Traoré, il fallait s'y attendre. Parce qu'en fait, l'État burkinabé n'est pas parti au procès, en tout cas devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'État français, c'est François Compaoré contre l'État français. Sauf qu'effectivement, l'État français ne peut pas donner des garanties si effectivement le fait que François Compaoré serait effectivement, s'il est extradé, serait dans de bonnes conditions au niveau, s'il est emprisonné. C'est l'État burkinabé qui devrait pouvoir apporter cette garantie. Il se trouve effectivement que cette difficulté, cette relation diplomatique assez exécrable entre la France et le Burkina aujourd'hui a certainement joué au point effectivement que l'État burkinabé n'a pas pu fournir à la partie française les garanties qu'elle devait répercuter au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que pour pouvoir effectivement lui permettre effectivement de décider en toute quiétude que François Compaoré peut être extradé au Burkina Faso. Dans cette affaire, on a tendance à dire effectivement que c'est la France qui ne veut pas extrader, mais quand vous regardez tout le parcours, vous verrez effectivement, qu'on le veut ou pas, il faut reconnaître quand même que dans cette affaire Norbert Zongo, la France a joué sa partition depuis le début. Que ce soit quand l'État burkinabé a introduit sa demande d'extradition, le dossier allait devant les juridictions compétentes françaises. D'abord, ça a été validé. Ensuite, ils ont fait appel, ça allait devant le conseil, la Cour de cassation. La justice a encore débouté François Compaoré et décidé qu'il était extradable. Le gouvernement français, par l'intermédiaire du Premier ministre en son temps, le Premier ministre Philippe, avait effectivement pris le décret d'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Donc, l'exécutif français du moins, a pris les dispositions pour que François Compaoré soit extradé. Les judiciaires également. Ce décret a été attaqué devant le Conseil d'État. François Compaoré a été débouté encore. Donc, au niveau de la France, tout ce qui pouvait être fait pour empêcher l'extradition de François Compaoré a été fait. Et effectivement, finalement, c'était en faveur de la justice burkinabé, puisque François Compaoré a été débouté sur toute la ligne en France. Donc, lui et ses avocats se sont retournés vers le dernier recours qu'il est resté, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. En son temps, la France avait demandé au gouvernement du Burkina Faso, en l'occurrence Souro Kaboré, les garanties pour que, effectivement, si François Compaoré est extradé, parce que souvenez-vous des arguments de défense des avocats de François Compaoré. Si on extradite François Compaoré au Burkina, il n'arrivera pas au procès, il sera coupé en rondelles. C'est les propos tenus exactement par Maître Olivier Sûr. Donc, il fallait effectivement, et on avait assuré que il n'y a pas que France, il ne serait pas le seul à être en prison. Il y a d'autres Burkinabés, notamment des anciens dignitaires du régime Compaoré qui étaient en prison, mais qui n'ont pas, on n'a touché à aucun de leurs cheveux, n'en parlons pas les couper en rondelles. Donc effectivement, on a convaincu la justice française et l'exécutif français en son temps. Le dossier est arrivé au Conseil, à la Cour européenne des droits de l'homme. Le Burkina renouvelle les garanties. Effectivement, malheureusement, la Cour devait trancher. Malheureusement, elle n'a pas pu le faire avant le premier coup d'État. Quand il y a eu le premier coup d'État, la Cour européenne a demandé au régime de Damiba, si vous vous souvenez, en mai 2022, il y a eu des levées de boucliers ici par rapport effectivement au fait que le pouvoir de Damiba n'avait pas renouvelé les garanties, suite à un article d'ailleurs de Jeune Afrique. Et
quand on a voulu commencer à faire des déclarations au niveau du centre de presse, on a saisi les autorités. Je me rappelle en son temps, Maître Barthélémy Kéré, qui était ministre de la Justice, accompagné de Madame Kaboré, ministre de la Communication en son temps, et Lionel Bilgo, ministre de l'Éducation nationale, se sont déportés au centre de presse le 3 mai 2022 pour rassurer que le gouvernement, effectivement, en son temps, avait renouvelé les garanties. Et effectivement, quand on a essayé de se renseigner, le gouvernement, sous Damiba, avait renouvelé les garanties. Mais en son temps, effectivement, on avait toujours de bonnes relations avec... et sur le plan diplomatique avec la France. Sauf qu'avec le deuxième coup d'État, nos relations se sont détériorées et on ne sait pas comment diplomatiquement le Burkina Faso et la France ont eu à collaborer dans cette affaire pour qu'on ne puisse pas renouveler les garanties. Ce qui suit effectivement, et selon la Cour, en tout cas c'est écrit noir sur blanc dans l'arrêt de la Cour, que c'est faute effectivement que faute d'avoir le renouvellement des garanties, qu'ils rejettent l'extradition de François Compaoré. Mais le problème n'est même pas là. Le problème est qu'après cette décision, cet arrêt, on n'a rien fait. Ça dit, est-ce que il n'était plus... En fait, on avait la possibilité d'introduire des recours. Mais pour introduire les recours, il fallait effectivement envoyer effectivement les garanties. On avait 3 mois pour le faire. Les 3 mois se sont épuisés le 7 décembre dernier. Il n'y a pas eu de réaction dans le dossier. Donc, du coup, l'arrêt est devenu définitif. Et finalement, François Compaoré ne peut pas être extradé au Burkina Faso parce que la France veuille ou pas, elle ne peut pas outrepasser la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, du coup, on peut effectivement faire tout ce qu'on veut, des reproches à la France et tout, mais elle est aujourd'hui liée par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la seule chose pour sortir de cette situation, c'était effectivement qu'il y ait une collaboration intelligente entre les deux pays pour permettre effectivement que si d'autres plans on peut pas, on n'est pas en odeur de sainteté, au moins si certaines questions qu'on puisse continuer la collaboration et de pouvoir régler effectivement cette affaire qui est cruciale pour le Burkina Faso parce que le dossier Norbert Zongo est intime, en tout cas l'histoire récente du Burkina Faso est liée au dossier Norbert Zongo. Oui, mais justement, c'est que quand on regarde, le 25e anniversaire, si jusqu'à présent on parle de ce dossier-là, c'est parce qu'il y a une lutte derrière. Il y a beaucoup qui ont travaillé à ce que ça ne sommeille pas et qu'on n'oublie pas. Mais on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, parce que on a des problèmes avec la France, on décide de ne pas renouveler ces garanties-là. Est-ce que l'autorité a été interpellée là-dessus? Est-ce qu'il y a des explications qui vous ont été données? Tout comme par exemple sous Damiba, où les ministres ont été obligés de venir s'expliquer. Souvenez-vous que quand la décision, l'arrêt de la Cour, j'ai entendu le ministre de la Justice dire il n'a pas nié le fait effectivement qu'ils n'ont pas donné de garantie. Il a juste insisté sur le fait que si François Compaoré n'est pas extradé, il peut être jugé par contumace. Pour moi, c'est une sorte de... effectivement, c'est clair effectivement qu'à ce niveau, le gouvernement du Burkina Faso a une certaine responsabilité. Mais en fait, je ne suis pas surpris parce que j'ai comme l'impression que les acquis de l'insurrection populaire, la préservation des acquis de l'insurrection populaire n'est pas une préoccupation pour le gouvernement actuel. La preuve c'est cette révision constitutionnelle qui remet en cause tout ce qu'on a engrangé comme acquis du point de vue effectivement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et aussi la question du CSC. Donc il y a autant effectivement d'acquis de l'insurrection populaire de 2014 qui sont en train d'être remises en cause effectivement par le pouvoir actuel. Donc le dossier Norbert Zongo n'a pas échappé justement effectivement à cette situation. Mais comme je l'ai dit, quand vous êtes... En fait, il fallait s'attendre à cette situation parce que dès lors effectivement que le dossier est lié effectivement à la bonne collaboration entre les deux pays et que si le plan des relations entre les deux pays, il y a une dégradation continue, il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des dégâts collatéraux. Et malheureusement, le dossier Norbert Zongo se retrouve être un dégât collatéral par rapport effectivement aux relations difficiles entre la France et le Burkina Faso aujourd'hui. Ce qu'il faut ajouter également, c'est que dans ce dossier, il ne faut pas qu'on se méprenne. Le dossier Norbert Zongo est un dossier sur lequel effectivement il ne faut pas aucun argument ne peut être trouvé
pour autoriser une certaine légèreté par rapport au traitement du dossier Norbert Zongo. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans l'histoire récente, tous ceux qui se sont amusés avec ce dossier-là se sont brûlés les ailes. Donc il faut qu'on fasse très attention et nous instruire de l'histoire récente de notre pays et faire en sorte effectivement que ce dossier qui est l'un des dossiers emblématiques sur le plan judiciaire, qui est le dossier où effectivement après le dossier Thomas Sankara, c'est celui qui le plus met effectivement en tout cas pointe le curseur sur les armées compaorées, les régimes compaorés. Et si on veut effectivement solder les comptes de notre histoire, il faut impérativement solder le dossier Norbert Zongo et de la bonne des manières. Malheureusement, on se retrouve dans une situation où effectivement on va être dans l'obligation effectivement d'aller vers la contumace, sauf si François Compaoré par une ultime dignité décide effectivement de venir assumer ses responsabilités devant l'histoire et devant le peuple burkinabé. Mais ça aussi, il ne faut pas y compter. Pour vous, le coupable est tout désigné, tout trouvé. Non, c'est l'exécutif. C'est pour ça que je parle de le coupable. Oui. Non, je ne dis pas que le coupable est tout trouvé, c'est parce qu'en fait, à partir du moment où le Burkina n'est pas parti... Parlant de la non... c'est ça, je dis, à partir du moment où le Burkina n'est pas parti au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il fallait effectivement... Je pense que, en fait, c'est la France qui devait apporter les éléments. Maintenant, quel est le mécanisme de dialogue qu'il doit avoir entre la France et le Burkina pour que le Burkina fournisse les éléments à la France, pour qu'à son tour, elle fournisse à la Cour européenne? C'est là, effectivement, on dit où il y a un problème. Mais justement, vous reconnaissez la situation diplomatique qu'il y a entre les deux pays, notamment les tensions. Mais bien sûr. Est-ce que, quand on connaît un peu cette réalité, est-ce que la faute incombe directement à l'exécutif burkinabé? La faute incombe aux deux exécutifs, si je peux m'exprimer ainsi, et principalement aux nôtres. Parce que c'est nous qui avons besoin d'avoir François Compaoré. Que François Compaoré soit extradé ou pas, ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait à la France. Mais nous, Burkinabés, nous avons intérêt effectivement à ce que François Compaoré soit extradé. Donc il nous appartenait, nous, en tant que Burkinabés, en tant que Burkina Faso, de prendre toutes les dispositions pour donner toutes les garanties à la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, s'il y a eu un blocage entre nous et la France, c'est notre responsabilité de dire aussi, on a essayé mais la France nous a bloqués. Mais là, effectivement, on n'a aucun élément matériel qui montre que nous avons essayé effectivement de fournir les garanties et c'est la France qui a bloqué à son niveau. S'il y en a, nous, on n'est pas au courant. Et que si c'est le cas aussi, il appartient à l'exécutif de donner des éléments. Parce qu'en fait, dans cette affaire, il ne suffit pas de sortir dire à la France qu'il faut extrader François Compaoré. Est-ce qu'on a fait ce qu'il faut pour que la France puisse extrader François Compaoré? C'est là toute la question. Toute la question, et justement, on a vu ces centaines de manifestants qui sont allés au niveau de l'ambassade de France il y a juste 48 heures de cela, qui ont même remis un mot à l'endroit d'un représentant pour exiger justement l'extradition. Est-ce à dire que les dés sont déjà jetés finalement? Je vous disais tantôt que l'arrêt est devenu définitif. Je ne sais pas en droit ce qu'il y a comme recours ou comme possibilité encore pour l'extradition de François Compaoré. Mais effectivement, la France, elle est liée, qu'on le veut ou pas, à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut mettre toute la pression qu'on veut sur la France, même si elle veut aujourd'hui, elle ne peut pas extrader François Compaoré. En tout cas, à ma connaissance des choses. Sauf si effectivement, il y a effectivement d'autres recours. Et s'il y a des recours, il faut exercer les voies de recours au lieu faut exercer les voies de recours qui s'offrent à l'État burkinabé. Parce que nous sommes avant tout un État. Mais à partir du moment où le gouvernement commence par dire que même si François n'est pas extradé, on peut faire le procès par contumace, ça veut dire qu'en fait, on tend vers une option qui est de tout, sauf effectivement recourir à la voie diplomatique pour gérer le problème. À vous entendre, on a aussi cette impression que le jugement par contumace c'est un peu une sorte d'échec. Bon, d'échec, non, je ne dirais pas d'échec. Mais c'est comme on dit, c'est par défaut. Parce que si on a la possibilité d'avoir François Compaoré, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse la part des choses. Quand nous insistons pour que François Compaoré comparaisse, nous voulons que François Compaoré assume en toute dignité sa responsabilité en tant que citoyen dans un drame aussi terrible que celui de l'assassinat de Norbert Zongo, où son nom ressort régulièrement comme étant le suspect numéro 1. Ce qui ne fait pas de lui un coupable désigné avant le procès.
Bien au contraire, en se présentant à son procès, il se donne tous les moyens de se défendre. Et je crois aussi effectivement que les Burkinabés sont magnanimes. Les Burkinabés se donneraient les moyens effectivement de préserver ses droits s'il advenait effectivement qu'il arrivait à prouver qu'il n'était pas l'assassin, en tout cas le commanditaire, ni lié à l'assassinat de Norbert Zongo. Parce qu'en fait, personne n'en veut à François Compaoré en tant que citoyen. On revendique vérité et justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Donc si ce plan se retrouvait à avoir un procès sans François Compaoré, pour moi, effectivement, ce serait un procès, ce ne serait pas le procès qu'on aurait souhaité, parce qu'effectivement, l'affaire, on n'aurait pas toutes... Il y aura des zones d'ombre qui vont échapper et on n'aura pas toute la lumière sur cette affaire. Juge Fava. Moi, je me permets un commentaire. Je crois que pour dire que l'autre n'est pas favorable ou n'est pas franc ou n'est pas sincère, il faudrait que vous-même ayez fait ce qui vous incombe. Je crois que ça aussi c'est une logique. On aurait mis la France peut-être devant ses responsabilités si on avait renouvelé les garanties, quitte à elle de faire ce qu'elle veut. Et là, on pourrait dire, bon, voilà que la France n'est pas sincère. Mais ici, je ne sais pas pourquoi et comment on peut ne pas renouveler les garanties et puis après dire que non, c'est la France qui le protège. On n'est pas logique avec nous-mêmes. Et je dis c'est un peu dommage parce que c'est un dossier, c'est 25 ans quand même. Si ce n'est pas mort, c'est parce que des gens se sont battus, parce qu'on estime que la mort de Norbert Zongo, ça secoue ce pays. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il y a des responsabilités, il faut qu'elles soient fixées. Ce n'est pas lié pour moi à un régime. Ce n'est pas lié à un régime. Ce n'est pas être contre ou pour Norbert Zongo ou contre ou pour certains éléments. Non. C'est un fait de notre histoire. Je pense que ça, c'est très important. Et donc, je trouve ça quand même, pour moi, assez dommage. Et que on ne s'explique même pas sur le pourquoi du non-renouvellement. Je trouve cela encore plus dommage. Parce que ça ne dépasse pas, ça dépasse le fait d'un simple régime ou d'un simple exécutif. On passe. Et même, je suis désolé de le dire, ceux qui sont aujourd'hui dans cet exécutif, on les a tous entendus sur les plateaux, sur la question de Norbert Zongo. Ils étaient attachés à ce que la lumière soit faite et que les responsabilités soient fixées. Donc on ne peut pas s'asseoir et puis ne pas renouveler ces choses et dire que non, la France doit s'assumer elle-même. On n'est pas honnête avec nous-mêmes. C'est le commentaire que je voulais me permettre. Mais tout ça aussi, ça arrive dans un contexte aujourd'hui. Quand on dit Norbert Zongo, c'est quelqu'un qui était attaché à la question de bonne gouvernance, à la question de démocratie, à ce que devrait être un journaliste dans son rôle premier. Et le contexte aujourd'hui, c'est que le journaliste lui-même, il y a une façon de redéfinir même son rôle. Le débat, il est sur la table. On a vu quelquefois presque des combats d'école ou comment on appelle cela, des façons de voir qui sont bien différentes, exprimées même par des journalistes eux-mêmes. Je prends des exemples. Vous écoutez les discours lors du FILEP, on vous dit ce que devrait être la posture du journaliste. La dernière fois, on avait les UACO, on a vu une autre vision de ce que devraient être les journalistes. Dans tout cela, vous qui êtes des défenseurs, nous tous, de Norbert Zongo et de ce que devrait être notre travail et sa contribution dans notre société, quand vous regardez ces débats, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, je crois qu'on est en face d'une situation où effectivement il y en a qui veulent défendre le métier, qui veulent défendre l'état de droit. Parce que moi, mon intime conviction, c'est que le journalisme ne peut éclore que dans un état de droit. Le journalisme ne peut pas s'accommoder effectivement et se développer dans un contexte d'état d'exception. Et l'état d'exception, justement parce que c'est l'état d'exception, a cette tendance fâcheuse effectivement à vouloir restreindre les libertés. Aujourd'hui, on nous dit que c'est parce que nous sommes en guerre, mais en réalité, c'est pas seulement l'état d'exception par essence. C'est un État qui, effectivement, n'autorise pas l'expression de toutes les libertés dans un pays. Donc, quand ça intervient dans une situation de crise comme le nôtre, on a un alibi, un argument de taille tout trouvé pour justifier effectivement ce qui est l'essence même de l'état d'exception. Maintenant,
On a en face aussi aujourd'hui, c'est que malheureusement, on se retrouve dans une situation où on a une situation où émerge une certaine élite africaine prétendument panafricaniste, qui effectivement croient effectivement que, au nom de leur seule conviction panafricaniste, qui est discutable, ils peuvent effectivement imposer un angle de vue à tous les autres Africains. Donc, ils ont effectivement besoin d'un autre type de journalisme qui les accompagne dans cette dynamique. Ce que nous disons effectivement, que nous soyons dans un contexte de crise, que nous soyons dans un contexte de paix, le journalisme reste le même. Maintenant, il y a les règles restent les mêmes, les journalismes restent les mêmes. Maintenant, il y a effectivement des concessions et des compromis à trouver à l'intérieur d'un pays, parce qu'effectivement, nous avons tous besoin à ce que le pays retrouve sa paix, pour que nous puissions tous vivre en paix et exercer tranquillement notre métier. Donc, effectivement, il y a des possibilités de compromis. Mais le compromis ne se décrète pas. Les compromis se discutent et se négocient entre les acteurs. Aujourd'hui, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on demande exactement aux journalistes au Burkina Faso, en dehors de tout discours. Ils doivent comprendre qu'on est en situation de crise. Qu'est-ce qu'on a comme élément sur lesquels on a sollicité la contribution des journalistes et qu'ils ont refusé? Est-ce qu'il y a un aspect précis sur lequel on attend les journalistes régulièrement et on ne les retrouve pas? Bon, je veux bien qu'on fasse des reproches aux gens, mais on n'a qu'à sortir des faits. Nous sommes des journalistes. Pour moi, un journaliste qui n'est pas capable de débattre à partir des faits concrets, effectivement, ça pose problème. Quand j'ai écouté certains pour qui j'avais beaucoup de respect, et je continue d'avoir beaucoup de respect, je crois qu'ils se sont trompés, mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir la prétention de vouloir défendre, dire ce que c'est que le journalisme, en nous disant effectivement que je refuse d'être mouton. Parce que si on a été mouton, on ne peut pas prétendre être les bergers de ceux qui ne l'ont jamais été. Donc il faut effectivement qu'à un moment donné, on prenne nous-mêmes notre responsable. C'est-à-dire il faut qu'on commence par réfléchir par nous-mêmes. C'est clair, c'est net, il y aura effectivement d'autres. Les autres diront ce qu'ils voudront. Ils auront leur point de vue, ils auront leur agenda. Mais nous, effectivement, ayons pour boussole le devoir de vérité devant l'histoire et devant effectivement l'opinion nationale et internationale. Demain, sur quoi on va nous juger par rapport à la pratique de notre métier? Est-ce parce qu'on a applaudi? Est-ce parce qu'on a accompagné sans discernement? Ou est-ce parce qu'on a dit qu'en tant que journaliste, oui, on peut faire comme on appelle table rase sur certains aspects, mais on peut aussi effectivement, on a le devoir d'interpeller là où nous pensons effectivement comme ça peut aller contre l'intérêt général. Parce que quand on fait la guerre, on ne le fait pas pour soi-même. On le fait pour le peuple burkinabé, on le fait pour l'intérêt, on défend l'intérêt général. Et le journalisme par excellence, c'est la défense de l'intérêt général. Donc je ne vois pas où il y a contradiction entre le journalisme en temps de guerre, entre les journalistes et le journalisme vrai et le combat contre l'insécurité, contre le terrorisme. Bien au contraire, je crois effectivement que c'est deux pendants qui doivent se tenir et c'est dans cette alliance justement, dans la vérité et l'intérêt général, qu'on pourrait effectivement, chacun à son niveau, contribuer à mobiliser l'ensemble du peuple burkinabé autour de la défense de ce qui est notre bien commun à tous, le Burkina Faso. Sur la question, d'aucuns vous diront que toujours dans notre métier, le journalisme, la notion de liberté est à redéfinir dans un contexte où un pays n'est pas libre et où la préoccupation, c'est recouvrir l'intégrité du territoire national. Et quelqu'un, pour ne pas le citer, je parle du ministre en charge de la communication, a parlé de l'existence d'un journalisme hors sol. Moi, je ne voudrais pas, quand j'ai entendu ce propos, parce que je vais pas faire un commentaire sur ce propos, parce que pour moi, ça vient de quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect en tant que jeune confrère, en tant que journaliste, qui effectivement, aujourd'hui, me surprend beaucoup. Mais je comprends effectivement qu'il a changé de position. Et quand on sent qu'il a changé de côté, et quand on change de côté aussi, effectivement, la position va avec. Donc, est-ce que le pays n'a pas changé de position? Le pays n'a pas changé de position. Au contraire, le pays est attaqué dans ses positions. Et le pays doit défendre ses positions. C'est pour ça qu'il ne faut pas amener les gens à changer de position. Amener les gens à changer de position, ça veut dire qu'on déplace les problèmes. Nous devons affronter le problème.
Et nous, ce que nous disons effectivement aujourd'hui, c'est que moi je fais partie de ceux qui pensent effectivement que si nous voulons effectivement, nous sommes tous animés de la bonne volonté et de la bonne foi, que notre seul combat, c'est la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de raison effectivement qu'on exclue d'autres Burkinabés, qu'on indexe d'autres, et en prétendant être plus patriote que qui que ce soit. Moi, je ne mesure pas mon patriotisme à l'aune des intentions ou des ambitions de qui que ce soit. J'aime une claire conscience de ce que je pense être bien pour mon pays, et je me bats effectivement en fonction de ce que je pense être, en tout cas juste et bon pour mon pays et pour pour notre avenir commun à tous, pour l'avenir de nos enfants. Nous sommes tous burkinabés. Nous n'avons pas intérêt effectivement à ce que ce pays-là ne se retrouve pas les limites de son territoire avant effectivement 2015. Nous voulons effectivement que ce pays retrouve effectivement sa paix d'antan et que nous puissions tous effectivement ensemble entonner l'hymne de la victoire pour dire effectivement que nous sommes un pays un et indivisible et nous sommes fiers d'appartenir à ce pays. C'est là tout le combat qui va. Aujourd'hui, il y en a qui... La situation de crise semble effectivement être des occasions pour des gens de se mettre en vedette, de prétendre être plus patriotes que les autres, d'indexer un tel, de prétendre détenir effectivement ce qui est juste bon et beau pour le Burkina Faso. C'est leur conception de la chose. Moi, ce n'est pas le mien. Je n'ai aucune prétention de connaître tout ce qui est bon pour le pays. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de Burkinabés aujourd'hui indexés comme des apatrides qui ont risqué leur vie, qui ont défendu ce pays, qui ont défendu l'état de droit pour que nous arrivions effectivement là où on est aujourd'hui. Donc, il faut effectivement que pour l'histoire, les uns et les autres effectivement sachent raison garder et mettre un peu d'eau dans leur discours, surtout quand c'est officiel. Juge Favara. Comment vous arrivez à vous expliquer que, je dis impression, qu'on ait l'impression que ce sentiment-là soit très partagé, surtout le sentiment dont je parle, c'est la critique à l'endroit aujourd'hui de la façon dont on fait ce métier. Vous n'avez qu'à écouter les émissions d'expression directe, vous n'aurez pas 2-3 interventions sans qu'on ne dise, sans qu'on ne fasse la morale aux journalistes. Comment est-ce que vous arrivez à vous l'expliquer? La vérité, c'est que nous sommes... C'est pour ça d'ailleurs, ma conviction, c'est que le processus démocratique au Burkina Faso avait été engagé en total décalage avec les réalités socio-culturelles et socio-politiques dans nos pays. On avait une démocratie élitiste qui était effectivement qui est comprise par un certain nombre d'acteurs et en tout cas ceux qui avaient en charge de le conduire avaient trouvé un bon filon effectivement de l'exploiter à leur propre ce qu'on appelle, en tout cas selon leurs propres ambitions. Et du coup, on a une élite politique effectivement qui s'est accaparée du pouvoir politique, qui a refusé de travailler effectivement à ce qu'il y ait un ancrage de la démocratie dans la société parce qu'on n'a pas vu ce travail, et qui a limité la démocratie à des élections. Il suffit d'organiser des élections, on les gagne. Donc du coup, aujourd'hui, quand vous écoutez les recensis, les gens ne vous parlent pas de textes. Or, le métier de journaliste est un métier qui repose sur un certain nombre de textes, de principes et d'éthique. Quand vous écoutez ceux qui réagissent dans les émissions interactives, beaucoup ne comprennent pas, effectivement, ne savent pas ce que c'est que l'éthique et la déontologie du journaliste. Ils ne savent pas quels sont les textes sur la base desquels vous travaillez. Donc, c'est compréhensible. Aujourd'hui, on a les reflets véritables de notre état de droit, de l'ancrage, des limites de l'ancrage de l'état de droit dans notre société. Parce que les gens ne vous parlent pas de textes. Quand vous écoutez, parfois on dit des énormités. C'est à peine même si on ne recommande pas qu'on mette le texte de côté et qu'on fasse ce qu'on veut. Il y en a même quand ils te parlent de la Constitution, on te dit il faut adapter la Constitution à nos réalités. Tu demandes qu'est-ce que vous reprochez à la Constitution actuelle? Un seul article. Ils ne sont pas capables de vous dire qu'est-ce qu'ils reprochent de la Constitution. Donc, on a une situation effectivement où les gens parlent beaucoup de ceux dont ils ne savent pas forcément par leur faute, mais parce que ce travail de fond qui devait être fait des années 90 à aujourd'hui, pour qu'on ait un ancrage profond de la démocratie, un ancrage de la démocratie au plus profond de la société, n'a pas été fait. Quand vous regardez aujourd'hui même la scène politique,
ceux qui ont cru à un moment donné, effectivement, qu'ils pouvaient incarner les changements, ils incarnaient un certain nombre de valeurs. Quand ils sont rentrés sur la scène politique, soit ils se sont retrouvés effectivement de l'autre côté, soit ils se sont cassés les dents et ont fini effectivement par renoncer pour certains. Il y a d'autres aujourd'hui qui se demandent effectivement, est-ce qu'ils ont eu raison de s'engager sur la scène politique? Parce que, justement, quand vous avez une démocratie, vous gagnez les élections en distribuant 2 000 francs, 5 000 francs, 1 000 francs. Quand il y a un coup d'État, il n'y a personne qui vous défend. Parce que vous n'avez pas de militants, vous aviez des électeurs. Et votre contrat, c'était pour les élections. Donc, les élections se sont passées, c'est fini. Quand vous avez un processus électoral où vous gagnez les élections par le biais de 1 000 francs, 500 francs, il ne faut pas demander aux citoyens s'il a compris votre message ou s'il a compris ce que c'est que l'état de droit. Non. Il a trouvé une opportunité de prendre aux politiciens qu'il estime que le politicien va prendre. Le politicien si je vote pour lui, il va le prendre, donc, et il ne va plus revenir vers moi. Donc je préfère prendre ma part avant qu'il n'y aille. Donc quand on se retrouve dans ces considérations-là, on comprend aisément qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors cette situation nous interpelle. Il ne faut pas l'exploiter à des fins politiciennes du moment. Il faut qu'on s'en saisisse pour dire il y a un devoir patriotique à travailler, à faire en sorte effectivement que l'ensemble de nos compatriotes comprennent effectivement que l'état de droit, ce n'est pas pour les élites politiques. Ce n'est même pas pour qu'ils puissent voler. Et qu'eux, citoyens, ils ont le droit effectivement de se plaindre ou en tout cas d'aller dénoncer chaque fois qu'ils sentent effectivement que quelqu'un a volé l'État, que quelqu'un a volé leurs biens. Parce que quand on dit qu'il a volé il y a le détournement des deniers publics, là, c'est le bien c'est le détournement des deniers publics, donc l'argent du citoyen. Et qu'on est tous responsables. Quand on dit que tel politicien, il est mauvais mais il a gagné les élections, nous devons nous interroger en tant que citoyens. Comment on peut permettre aux voleurs et aux menteurs de gagner des élections? S'ils ont gagné les élections, notre responsabilité en tant que citoyen est engagée. Et il y a tout ce travail de fond qu'il faut faire. Moi, en fait, je crois que la parenthèse qu'on a aujourd'hui, tout le procès de la démocratie qu'on a, tout le procès du journalisme, en fait, c'est ça, parce que, en fait, le journalisme est une victime collatérale du procès de l'état de droit qu'on est en train de faire actuellement au Burkina Faso. Donc, il ne faut pas que les journalistes s'offusquent, il ne faut pas qu'on prenne ça forcément comme de la mauvaise foi, mais il faut qu'on comprenne effectivement qu'on est dans une situation où certains, la grande majorité, quand vous les écoutez, ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils croient réellement que les journalistes sont en faute et qu'ils doivent corriger. Mais qu'est-ce qui est fait pour faire comprendre à ces gens que nous sommes dans une situation où effectivement il ne faut pas, comment on appelle, faut pas laisser la propre l'homme. Il faut effectivement qu'on regarde au fond. Le problème de fond, c'est que notre état de droit, notre démocratie aujourd'hui, la situation est en question. Et la situation est assez révélatrice de la crise du politique, la crise de l'État, de la crise de la gouvernance dans ce pays. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à dire que s'il y a mal gouvernance, c'est à cause de la démocratie. Ah non! L'histoire récente de notre pays montre effectivement que l'état de droit, c'est de 2004. C'est vrai, on peut prendre le régime comparé à partir de 91 comme étant l'état de droit, mais quand vous regardez effectivement, la malgouvernance au Burkina, ce n'est pas seulement l'effet des civils. Ça aussi, c'est un débat. Nous sommes à 2 minutes de temps d'antenne pour cette audience du tribunal. On parle justement de justice pour Norbert Zongo 25 années après. Vous avez tout à l'heure parlé des réformes qui sont nécessaires pour une certaine compréhension des choses et le gouvernement de transition est pleinement engagé. Il y a eu récemment au Conseil des ministres l'adoption d'un avant-projet de loi portant révision de la Constitution dont l'une des parties touche le Conseil supérieur de la magistrature, puisque nous parlons de justice. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas seulement ça, touche la justice de façon générale, parce qu'il y a déjà la réforme est à 2 niveaux. D'abord, l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des personnalités non magistrates, et pour moitié. Si on croit au projet de loi effectivement qui va être soumis bientôt à l'Assemblée législative de transition pour adoption. Pour moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Comment effectivement on peut introduire pour moitié des membres non magistrats dans le Conseil supérieur de la magistrature? C'est comme si effectivement, dans un corps qui doit être effectivement indépendant, qui constitue un pouvoir, qui va désigner
cette moitié des membres du Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce l'exécutif? Mais dans tous les cas, si c'est un pouvoir extérieur au pouvoir judiciaire qui doit le désigner, c'est qu'effectivement ça pose un problème par rapport effectivement à l'indépendance de la magistrature. Deuxième chose, c'est que le président du Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus le président de la Cour de cassation, mais c'est ça. Mais il sera élu, il ou elle sera élu par les membres du Conseil. Or, vous avez la moitié des membres du Conseil qui sont des personnalités non magistrates. Est-ce qu'il y aura une sorte de gentleman agreement pour faire en sorte que chaque fois ce soit un magistrat? Ou bien il va arriver effectivement qu'on prenne l'une des personnalités non magistrates pour présider au CSM? Ça pose effectivement des débats. Donc, en attendant effectivement, moi je pense qu'il y a nécessité de faire beaucoup de débats sur ce projet de loi, cet avant-projet de loi, avant effectivement que ça arrive à la LT, et j'espère bien qu'effectivement le gouvernement va ouvrir le débat sur cette question. Deuxième niveau de réforme au niveau de la justice qui est inquiétant, c'est le retour du parquet sous la tutelle du ministère de la Justice. Ça effectivement, ça fait partie, je le disais tantôt, ça fait partie de l'un des acquis majeurs de l'insurrection populaire, ici du Forum national de la justice en 2015, qui risque d'être remise en cause. Je ne sais pas quel est le problème qui amène effectivement l'exécutif à vouloir prendre le contrôle du parquet, alors que effectivement tout le monde sait effectivement que c'est là où effectivement on déclenche les procédures et tout. Est-ce que on ne va pas arriver dans une situation où, comme on a aussi Blaise comparé avec les juges à qui on rangeait le dossier comme on veut, on poursuivait qui on veut, on faisait ce qu'on veut parce que le parquet effectivement est soumis aux désidérateurs du politique. Si on arrive à cette situation, je crois effectivement que ce serait un recul par rapport effectivement à l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui avaient tout le temps interpellé les acteurs de la justice que l'indépendance de la justice ne veut pas dire une république des juges. Il faut travailler effectivement à ce que les juges puissent exercer leur indépendance, mais sans abus, sans effectivement que ce pouvoir puisse être exploité soit exploité exclusivement au profit du corps de la magistrature. Ce combat-là, j'aurais compris effectivement que l'exécutif puisse effectivement engager le débat sur cette question pour qu'on recadre un peu, mais sans effectivement remettre en cause l'indépendance de la magistrature. Point final pour cette 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que Bourema Ouedraogo, le directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter, était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Je vous en prie, merci. Merci juge Geoffroy Vaha pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous auditeurs et auditrices qui nous avez suivis tout au long de la semaine. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.